Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et je suis à Montréal aujourd'hui, là où j'ai grandi. Une chose étonnante à propos de Montréal, si vous vivez ici ou si vous y avez passé du temps, il y a toujours quelque chose en train de se construire. Les routes, les fils électriques, et on parlera de l'Internet dans quelques instants. C'est un endroit étonnant. Je crois que hier, en revenant de l'aéroport, je suis passé devant un chantier qu'on construisait déjà quand j'avais 10 ans. Il semble qu'ils aient progressé d'à peu près une semaine en 50 ans. Alors voilà, sur ce, nous avons un invité très spécial aujourd'hui, notre spécialiste des infrastructures, Andrew Hay. Alors, Andrew, l'infrastructure à Montréal ou sur les routes du Québec, je n'ai rien contre la population du Québec, soit dit en passant. Ce n'est pas la faute des Québécois, mais c'est la façon dont les choses semblent se faire ici. L'infrastructure progresse très lentement, disons. Cela dit, au cours des 2 ou 3 derniers mois, je suis allé dans tout le Canada et c'est vrai qu'on voit des grues un peu partout. Il se passe des choses partout comme je n'en ai jamais vu auparavant. L'infrastructure est donc bien présente dans les esprits, mais vous trouvez que dans votre espace, le Québec est différent des autres endroits au Canada? Dave, je suis ravi d'avoir l'occasion de discuter avec vous. J'ai suivi vos voyages à travers le Canada. Franchement, je ne sais pas comment les transporteurs aériens font pour vous suivre. Est-ce que je trouve le Québec différent des autres régions du Canada? Je pense que ce qui rend les infrastructures un peu spéciales au Canada, c'est la courte période de construction dont on dispose. Tous les efforts doivent être faits pendant le court été. Une grande partie de ce que l'équipe regarde pour le Fonds mondial d'infrastructure RBC, ce sont des sociétés qui sont déjà construites et qui génèrent des flux de trésorerie, de sorte que nous ne sommes pas entraînés dans le pipeline des retards de développement de la construction. À Toronto, tout comme à Montréal, il y a des embouteillages causés par Taylor Swift ou les défilés du Père Noël, les travaux de construction. Il semble qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe dans les rues des villes canadiennes. Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable en toute honnêteté. Oui, bien sûr, la météo est un énorme défi ici, et c'est l'une des choses qui font la différence. Andrew, nous vous avons déjà reçu à plusieurs reprises. Nous ne vous recevons probablement pas assez souvent, disons-le tout de suite, mais nous revenons toujours en arrière pour nous rafraîchir la mémoire. L'espace dans lequel vous travaillez, vous construisez un portefeuille avec des infrastructures, comme vous l'avez dit, génératrices de trésorerie. Et pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi les investisseurs devraient-ils penser à l'infrastructure et à ses actifs? Pourquoi est-ce important dans leur portefeuille? Il y a 2 raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. D'abord, nous voulons que les investisseurs aient accès à une catégorie d'actifs faiblement corrélés et donc diversifiés. Deuxièmement, sachant que les autres éléments de leur portefeuille sont les actions et les obligations, où vont-ils chercher la diversification au-delà de cela? D'autres catégories d'actifs alternatifs. Bien souvent, les sociétés cotées en bourse, les entreprises publiques, ont besoin d'obtenir des rendements en permanence. Pensez à la forme de la lettre J. Parfois, cela peut les empêcher d'investir dans quelque chose qui comprimerait le rendement des distributions, même s'il y a quelque chose de positif au bout du compte. La construction d'une usine pour fabriquer de nouveaux widgets, par exemple. L'aspect privé de l'infrastructure permet aux investisseurs d'adopter un horizon temporel ou une vision à plus long terme, de regarder le rendement total dans le temps et de prendre les entreprises qui ont besoin de flux de trésorerie à investir à court terme pour une création de valeur à long terme. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'infrastructure a été si attrayante pour les investisseurs individuels et plus particulièrement le modèle de propriété privée de l'infrastructure contribue à la diversification car le modèle de propriété d'une société privée peut apporter de la valeur par rapport aux sociétés publiques. Oui, c'est vrai. Et il est avantageux d'y aller par le biais d'un portefeuille ou d'un gestionnaire de placement professionnel. Moi et mes amis ne pouvons pas nous réunir et acheter une autoroute à péage de 200 kilomètres pour générer des revenus pour nous-mêmes.
Nous n'avons tout simplement pas assez de liquidité pour acheter l'ensemble de l'autoroute. On peut peut-être en acheter un pouce, mais c'est sans intérêt. Il faut pouvoir mettre en commun des millions, des centaines de millions, voire des milliards pour acheter quelque chose d'important qui va générer des flux de trésorerie réguliers qui seront avantageux avec le temps pour les personnes qui investissent, en se regroupant avec d'autres. On connaît les fonds communs de placement, par exemple. Mais je pense qu'il est encore plus difficile pour un investisseur individuel d'entrer dans cet espace que d'acheter 100 actions d'une société. Je ne peux tout simplement pas m'acheter par moi-même 100 pieds d'autoroute. Non, vous avez tout à fait raison. Les plus grands régimes de retraite canadiens se sont lancés dans l'infrastructure privée directe il y a plus de 20 ans. C'est ce qu'a fait le RPC quand j'y étais. Vous connaissez Darren Pickett de notre équipe. Il a fait partie du régime de retraite des enseignants de l'Ontario, Teachers. Le fait de pouvoir déployer 500 millions ou 2 milliards de dollars à la fois dans ces investissements vous donne accès à des choses que vous ne pourriez pas obtenir autrement. C'est l'une des raisons pour lesquelles ceux-là ont été les premiers à le faire. Cela convenait très bien à leur programme. C'était un moyen efficace de déployer des capitaux. En ce qui nous concerne, ce que j'aime dans notre programme, c'est qu'il s'inscrit dans l'ensemble des capacités de RBC-GMA où nous avons ce merveilleux modèle de distribution qui nous permet d'agréger, de sorte que Dave, vous et vos amis pouvez mettre une petite somme d'argent, mais elle est agrégée parmi des milliers de personnes. Nous sommes alors en mesure d'émettre des tickets d'actions de 100 ou 200 millions de dollars dans ces grandes entreprises d'infrastructure. C'est exactement la raison pour laquelle notre modèle est bien adapté. Beaucoup de gens se disent qu'ils voudraient participer à ce genre de fonds. Le RPC ou le régime de retraite des enseignants Teachers, ce sont des programmes excellents du point de vue de la façon dont ils sont gérés, de la façon dont ils ont évolué au fil du temps. En particulier, le régime de retraite des enseignants Teachers, les gens se disent « Wow, il possède ce centre commercial, il possède ce bâtiment là-bas. Pourquoi ne pourrais-je pas moi aussi en avoir ?» Et vous, maintenant, vous accomplissez un peu la même chose. Vous avez un grand groupe d'investisseurs qui contribuent à un fonds particulier. Les liquidités accumulées vous donnent la possibilité de faire ce type d'investissement. Les gens se disent qu'ils aimeraient en faire partie, posséder quelque chose comme ça qui, au fil du temps, va générer un rendement constant, en particulier en termes de rendement. Je suis d'accord avec vous, Dave. Il y a une autre analogie que je fais pour les investisseurs qui réfléchissent à ce qu'ils veulent construire. Ils veulent se constituer un patrimoine à long terme, par exemple. Cet horizon d'investissement à long terme, si vous regardez certains régimes de retraite, offre un profil de passif pour l'avenir. Ils recherchent des investissements qui seront assortis ou d'un revenu indexé sur l'inflation. C'est là que certains actifs réels peuvent entrer en jeu dans l'immobilier ou l'infrastructure. Je pense que les investisseurs individuels pensent également à la création de valeur à long terme et à la protection contre l'inflation. C'est une autre raison pour laquelle ces investisseurs se tournent vers ces catégories d'actifs. Oui, c'est vrai. Encore une fois, la protection contre l'inflation, nous en avons parlé dans une émission précédente. Au fait, revenez en arrière et écoutez l'intervention précédente d'Andrew. Nous allons un peu plus en détail que nous ne le ferons aujourd'hui sur la catégorie d'actifs elle-même, ses différentes parties, et même plus en profondeur sur la logique. Nous voulions faire une petite mise à jour aujourd'hui, mais vous pouvez revenir en arrière et écouter les versions précédentes. D'ailleurs, si vous le faites, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire 5 étoiles. Andrew, vous permettez, c'est mon infrastructure à moi. Ce que les gens du marketing me demandent de faire, ils veulent que j'en parle. Ça me gêne un peu, mais c'est mon rôle en tant qu'animateur. Mais l'exemple classique auquel je pense, c'est la route 407, l'autoroute à péage qui traverse Toronto. Il s'agit en fait d'une autoroute de contournement qui est en train d'être engloutie par la ville de Toronto au fur et à mesure que la ville continue de s'agrandir. Une autoroute à péage, donc, on l'a construite, puis on l'a vendue à des entreprises et en fin de compte à des fonds et à des pensions qui en perçoivent les revenus. Je pense au prix du péage qui ne cesse d'augmenter. Là encore, c'est un bon exemple de protection contre l'inflation. Le prix que les gens paient, c'est-à-dire
les recettes et les flux de trésorerie générés par le projet augmentent à mesure que les prix augmentent et que les revenus augmentent. Encore quelque chose qu'il faut détenir dans son portefeuille, idéalement. Oui, la protection contre l'inflation est un élément important. De plus, la mentalité de service à la clientèle qui peut découler de la propriété privée, c'est vraiment comprendre ce que veulent vos clients. Traditionnellement, les infrastructures sont fournies par les gouvernements et l'interface avec le client n'est peut-être pas aussi finement réglée. Dans le cas de la 407 ETR, par exemple, les tarifs de péage sont fixés de manière à offrir une bonne expérience de conduite aux clients. Si les tarifs de péage sont trop bas, il y aura trop de voitures sur la route qui redevient congestionnée. Il s'agit donc d'une boucle de rétroaction très prudente qui consiste à tester le marché, comprendre les clients et à s'assurer qu'on les a bien servis. Les niveaux de service à la clientèle et les réponses de cette entreprise sont tout simplement incroyables. Lorsque vous pensez aux prestataires de services que vous avez dans votre vie, qu'il s'agisse de l'eau, du chauffage, du gaz, de l'électricité, ils doivent faire face à de tels volumes de clients. Et je pense que la 407 ETR fait un travail exceptionnel dans toutes les interactions avec les clients. Je pense que c'est un merveilleux exemple, Dave, de l'un de ces types d'entreprises que vous recherchez et qui réussissent très bien dans le secteur privé parce qu'elles peuvent apporter cet état d'esprit et cette concentration. J'ai toujours eu une bonne expérience avec la 407 et demain je vais l'emprunter encore en rentrant de Montréal. Mais parlant d'un domaine auquel les gens ne pensent pas autant qu'à l'infrastructure, bien que dans notre monde au quotidien, nous nous en servons à chaque instant de la journée et c'est l'infrastructure numérique. Comment circonscrire l'infrastructure numérique? Pouvez-vous me donner quelques exemples de ce que c'est et pourquoi est-ce un domaine si passionnant pour vous dans l'espace où vous opérez? C'est une excellente question et nous passons beaucoup de temps à y réfléchir lorsque nous définissons les infrastructures. Nous nous intéressons à des entreprises qui fournissent généralement un produit ou un service essentiel à un grand nombre de clients. Et c'est parce qu'elles fournissent un produit ou un service essentiel à un grand nombre de clients qu'elles sont stables. Je dis souvent ennuyeux, mais des flux de trésorerie stables et prévisibles, n'est-ce pas ce que nous voulons tous? Vous savez que l'entreprise existera pendant longtemps. Il peut s'agir de routes à péage, d'aéroports, de ports, des domaines qui soutiennent le commerce dans l'économie. Il peut s'agir de services publics, d'électricité ou d'eau. Ce sont des éléments vitaux. Et on constate que la connectivité numérique est quelque chose dont nous avons autant besoin que les autres services publics. Certains considèrent l'Internet comme un quatrième service public. Et de nous poser cette question, un investissement numérique est-il une infrastructure ou un capital investissement à plus haut risque? La question se résume à ce flux de trésorerie stable et prévisible. Est-ce ennuyeux? S'agit-il d'un service essentiel ou non? En fait, la façon dont nous définissons l'infrastructure dans laquelle nous investissons, nous avons une grille de 18 secteurs, 3 par 6, les secteurs de marché dans lesquels nous voudrions être. Dans l'espace numérique, nous avons 3 volets. Il y a les tours de communication sans fil. Je pense qu'à Montréal, vous êtes connecté par téléphone cellulaire au réseau de Rogers, Bell ou TELUS. Les tours constituent une infrastructure absolument essentielle et ce sont toujours les mêmes tours. Il suffit d'installer l'électricité, on y met en place une connectivité Internet par fibre optique. Ensuite, la technologie qui circule par la tour. Ce n'est pas la même société que celle des tours la plupart du temps, et celle-là va changer au fil du temps. On passera de la 3G à la 4G, puis à la 5G. Lorsque nous pensons aux divers éléments qui composent la communication sans fil, une partie est infrastructure et une autre partie va changer au fil du temps. En fait, j'y reviendrai peut-être, mais la première entreprise d'infrastructure numérique dans laquelle notre fonds a investi est une entreprise de tours de communication sans fil. Elle opère au Royaume-Uni et le Royaume-Uni est différent du Canada en ce sens qu'il existe une séparation entre les opérateurs, les sociétés de téléphones cellulaires et le fournisseur d'infrastructures. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles c'était un bon choix. Mais les deux autres secteurs auxquels nous pensons lorsque nous parlons d'infrastructures numériques sont les centres de données qui connaissent en ce moment un essor formidable en raison de la mise en place de l'IA générative
et la fibre, qu'il s'agisse de la fibre d'entreprise à entreprise ou de la fibre à domicile d'entreprise à consommateur. Mais voilà les trois définitions et dans chacun des cas, nous nous posons les mêmes questions. Est-ce ennuyeux? Est-ce stable? Est-ce prévisible? Est-ce une infrastructure? C'est à travers ce prisme que nous considérons l'infrastructure numérique. C'est impressionnant, vous venez de résumer très exactement pourquoi ma femme dit que je suis ennuyeux. Je pense que j'entre dans toutes les catégories. Je suis stable, prévisible et je génère un flux de trésorerie correct. J'ai eu un emploi presque toute ma vie, y compris mon entreprise de tonte de pelouse quand j'effectuais des travaux d'infrastructure ici à Montréal à 10 ans. C'est là que j'ai commencé à investir. Alors, Andrew, quand on parle de centre de données, de tout l'espace d'infrastructure, pensez-vous que cela va fournir une occasion particulièrement importante de croître et de trouver d'autres opportunités sur les marchés? Beaucoup d'argent a été investi dans les centres de données et nous constatons un flux important de transactions, mais nous n'y avons pas encore fait d'investissement. Lorsque nous examinons le profil risque-rendement des entreprises auxquelles nous avons accès, nous constatons qu'il ne correspond pas encore à l'endroit où nous voulons déployer de l'argent. Il y a bien sûr le thème majeur autour des centres de données, qu'il s'agisse de la puissance de calcul ou du stockage. Ce sont les deux principales utilisations des centres de données, c'est certainement vrai. Mais que vous soyez une société d'infrastructure ou immobilière qui construit un bâtiment et connecte la fibre et l'électricité, ou que vous soyez les utilisateurs de ce bâtiment, celles qu'on appelle les sociétés hyperscaler comme Meta, Amazon, Google, Microsoft, il y a différentes façons de participer à ce thème de l'IA générative. Nous examinons de près les centres de données d'IA générative où ces entreprises sont aussi propriétaires des bâtiments. Mais cela comporte-t-il un certain risque en termes de flux de trésorerie? Dans votre exemple personnel, vous dites que vous êtes ennuyeux, stable et prévisible. Je ne sais pas si votre femme vous a soutenu pendant vos années d'université, mais il y a eu une période où vous étiez en mode croissance avant de devenir le sommet de la réussite que vous êtes aujourd'hui. Certains de ces centres de données sont encore en mode croissance et vous dépendez vraiment de cette capacité à générer des flux de trésorerie d'ici 5 à 10 ans. Cela vous amène à vous demander ce que feront vos clients dans 5 à 10 ans. Beaucoup de vos clients sont en fait en concurrence avec vous parce qu'ils construisent leur propre centre de données. L'environnement d'investissement a été phénoménal au cours des 5 dernières années. Des tonnes d'argent sont investis dans ce secteur. Beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent. Nous assistons à un flux de transactions. Pour l'instant, nous n'avons pas encore donné la priorité au centre de données, mais c'est quelque chose que nous allons examiner. Nous aimons toujours le thème de l'IA générative et nous devons nous demander s'il y a d'autres dimensions que nous pouvons utiliser pour atteindre le thème. Par exemple, les centres de données ont besoin d'énergie. Pourriez-vous acheter une société éolienne à côté d'un centre de données qui fournit de l'électricité? Nous réfléchissons à tout cela dans le contexte d'une activité toujours stable et prévisible, ennuyeuse, répondant à un besoin essentiel, à un produit ou un service. Nous avons eu Marcello, qui est responsable des investissements technologiques, et nous en avons parlé plus tôt dans l'année. Je reviens toujours à cet exemple. Il est très rare que je sois surpris par une réponse à mes questions de vous et de tous mes collègues qui sont des investisseurs professionnels. Il n'y a tout simplement plus grand-chose qui me surprend. Mais je lui avais demandé quelle était la prochaine grande vague technologique et il m'a répondu l'énergie nucléaire. On fait le lien entre les quantités massives d'énergie, le nucléaire, l'éolien, les sources d'énergie alternatives. C'est aussi une grande partie de cette base d'infrastructure. Oui, c'est vrai. Quand on regarde les données sous-jacentes, les gens ne le savent pas, mais les émissions de carbone provenant de la production d'électricité en Amérique du Nord, aux États-Unis en particulier, ont en fait diminué au cours des 20 dernières années. Comment est-ce possible? En général, la population a plutôt augmenté, donc on aurait cru à une augmentation, mais le passage du charbon au gaz naturel, qui brûle plus proprement et à moindre coût, s'est traduit par une réduction des émissions.
C'est un bon exemple de la façon dont l'évolution naturelle de la technologie, lorsqu'elle est soutenue par une valeur économique, a également une valeur sociale très intéressante parce qu'il y aura également un impact sur la valeur à long terme si vous n'avez pas un environnement sain. Et les gens s'en rendent compte aujourd'hui. La prochaine évolution sera-t-elle le retour au nucléaire, qui avait connu une certaine interruption? On voit les petits réacteurs modulaires, les SMR. Nous avons été invités à participer à des opportunités de financement de SMR et de MMR. Là encore, nous n'avons toujours pas encore participé à ces projets, mais s'agit-il de la technologie qui émergera lors de la prochaine vague, à la fois parce qu'elle est sûre et économique, et parce qu'elle ne dépend pas d'une puissance étrangère pour sa source de combustible. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, le prix du gaz russe a grimpé en flèche et le Royaume-Uni et l'Europe de l'Ouest ont subi une forte pression. Le nucléaire est-il la prochaine vague? Ce serait une conversation intéressante à avoir avec les autres membres de votre équipe. La façon dont on construisait une autoroute il y a 50 ans est très différente de la façon dont on le fait aujourd'hui, pour en revenir à la brique et au mortier. Et c'est la même chose pour le nucléaire. Three Mile Island et Tchernobyl sont encore dans tous les esprits, mais les choses ont quand même bien changé depuis cette époque. Nous espérons que l'évolution de la technologie inclut tout autant la sécurité, la performance, l'efficacité et le coût, et ce dans tous les domaines, qu'il s'agisse du nucléaire, de la prochaine génération d'éoliennes et d'énergie solaire, de la prochaine génération de cycles combinés au gaz. Nous voulons investir pour nous assurer que les choses s'améliorent pour l'avenir et nous respectons la technologie. Dave, on peut lier cela à la numérisation des actifs existants, qui est également lié à l'infrastructure numérique, avec une certaine nuance cependant. Prenons l'exemple des compteurs intelligents. Il y a 20 ans, quelqu'un venait relever votre compteur de gaz ou d'électricité une fois par mois ou une fois par trimestre, mais il en coûte cher de faire déplacer quelqu'un chez vous. Plus tard, les compteurs ont été relevés tous les 3 mois ou tous les 6 mois et on faisait une sorte d'estimation dans l'intervalle. C'était peut-être déjà l'IA générative à un stade précoce pour estimer votre consommation. Mais l'une des façons dont nous voyons le numérique entrer dans l'infrastructure traditionnelle, conventionnelle, est aujourd'hui autour de choses comme les compteurs intelligents, où le compteur rend compte à la compagnie d'électricité par le biais d'un réseau sans fil. D'autres aspects du numérique et de l'électricité se rejoignent. Vous n'achetez pas seulement une infrastructure de stationnement, par exemple, mais peut-être un service de recharge des VE, où vous fournissez d'autres moyens de superposer la prochaine génération de besoins de consommateurs dans ce qui a été traditionnellement un jeu d'infrastructure établi. Je suis très enthousiaste à l'idée de voir cela se concrétiser. Oui, et je vais faire un autre lien. Je pense que tous les Canadiens sont préoccupés par le changement climatique et l'environnement, et par le fait de faire mieux que par le passé en termes d'émissions et de pollution. J'étais à Victoria sur l'île de Vancouver, et c'est peut-être là l'épicentre de ces préoccupations, mais il y a un autre endroit où l'on trouve ces préoccupations environnementales, et c'est le marché du Québec, dans les environs de Montréal, justement. Les préoccupations sont nombreuses. On trouve bien plus de Tesla ou de véhicules électriques ici qu'à Toronto, ce à quoi on ne s'attendrait pas forcément, mais c'est pourtant le cas. Tout un tas d'autres détails également. Mais l'idée d'investir tout en améliorant l'environnement autour, le réseau électrique ou la manière de générer l'énergie tout en construisant l'infrastructure autour de la distribution, si je suis préoccupé par l'environnement, cela semble être un moyen d'investir et de regrouper des actifs pour aider à progresser dans ce domaine, si vous me suivez. Nous voulons être très réfléchis et responsables dans notre logique d'investissement. Nous voulons nous intéresser à ce qui crée de la valeur économique pour nos investisseurs.
Il s'agit d'un fonds destiné à faire gagner de l'argent aux investisseurs. Une mentalité d'investisseur responsable est un bon moyen d'atténuer les risques et d'améliorer la façon dont vous pensez aux risques inhérents à l'entreprise dans laquelle vous investissez. Il existe également des fonds à impact que vous pouvez envisager, des moyens charitables de contribuer à l'amélioration de l'économie. Ce n'est pas ce sur quoi nous nous concentrons, mais cette optique responsable est vraiment intéressante. Lorsque nous envisageons un investissement à long terme, nous voulons être certains qu'il est bien propre, si je puis dire. La valeur économique sous-jacente du service fourni doit être bonne. Ensuite, s'il y avait une subvention sociale de la part du gouvernement, c'est un avantage de plus. Lorsque nous souscrivons de cette manière, c'est toujours à notre avantage. En revanche, cette subvention gouvernementale peut fort bien disparaître s'il y a un changement de gouvernement. Votre investissement pourrait ne pas se porter aussi bien. J'apprécie votre point de vue sur la réflexion prospective. Je pense que l'infrastructure, lorsqu'elle est bien faite, peut être un cadeau intergénérationnel. Elle peut améliorer l'avenir, qu'il s'agisse du climat, de l'environnement, de l'efficacité. L'un des meilleurs moyens pour les gouvernements d'améliorer le PIB est de s'assurer que tous les citoyens aient accès à l'Internet à haut débit. Cela a un effet bénéfique sur l'économie, mais cela contribue également à réduire la fracture numérique entre les nantis et les démunis. Tant qu'elles sont économiquement viables en elles-mêmes, ces mesures peuvent être prises en compte dans le cadre de notre fonds. Et s'il y a un avantage social en plus, tant mieux, mais nous ne voulons pas dépendre de cela dans nos investissements. Je comprends bien l'idée, quelque chose qui va être stable sur une longue période de temps. Je réfléchis à la situation dans 20, 30, 40 ou 50 ans, alors je dois évaluer cet actif aujourd'hui. Mais s'il n'évolue pas, s'il n'y a pas de potentiel pour qu'il continue d'évoluer au fil de ces 50 années, il y a plus de risques et je dois l'évaluer en conséquence. Et au final, il se peut que ce soit peu intéressant à court terme et que je n'ai pas vraiment envie de m'engager dans cette voie. Il faut avoir cet état d'esprit. Dans un certain sens, il s'agit d'auto-réalisation. Vous l'avez dit, vous ne le recherchez pas spécifiquement parce que vous évaluez les choses du point de vue de l'investissement. Mais en faisant cela, la nature du domaine dans lequel vous travaillez, vous obtenez parfois cet avantage supplémentaire de l'investissement en général. Une valeur ajoutée. Dans l'équipe, nous avons d'excellents débats lorsque vient le temps de réfléchir à la thèse que nous appliquerons à tel ou tel investissement. Qu'aimons-nous dans ces entreprises? Réfléchir à la manière dont une nouvelle technologie est adoptée au fil du temps. Au fil du temps, il y a de plus en plus de pénétration. Au fil du temps, 100% de la population utilise un nouveau téléviseur, un nouveau téléphone. L'adoption au fil du temps n'est pas linéaire. Elle suit en fait une courbe en S. Elle est donc très lente avec la nouvelle technologie, puis l'adoption est très rapide lorsqu'elle apparaît. Nous voulons acheter de ces produits que j'appelle ennuyeux. Nous voulons acheter des technologies stables, prévisibles et établies que 90% de la population utilise déjà. Mais nous voulons aussi avoir un peu de cet état d'esprit en regardant les technologies émergentes qui pourraient éventuellement remplacer les technologies établies à plus long terme. C'est une façon vraiment fascinante d'investir. L'équipe a ces merveilleuses conversations dynamiques qui s'appuient sur les deux côtés de ce modèle évolutif. Et j'adore ça. C'est quelque chose que j'aime faire depuis plus de 20 ans maintenant. Oui, et encore une fois, c'est une question de diversification. Vous allez avoir un portefeuille, vous y détiendrez des actifs passionnants, mais c'est aussi bien d'y détenir des actifs ennuyeux, disons, comme vous le dites. J'imagine que pour revenir à l'analogie, c'est la raison pour laquelle ma femme me garde auprès d'elle après toutes ces années. Ses actifs sont très variés, elle a sa passionnante carrière de joueuse de tennis, et puis toutes les autres choses qui la passionnent, et puis il y a moi, je suis toujours là. Vous êtes toujours là, et puis en tant que propriétaire responsable de l'infrastructure numérique ou de l'infrastructure existante, Dave, y a-t-il des façons de vous concentrer sur le client pour améliorer la valeur qu'elle en tire? Je parie que vous allez lui préparer un dîner quand vous rentrez demain de votre voyage, ou bien vous allez lui rapporter quelque chose de l'aéroport sur le chemin du retour. C'est cette valeur ajoutée qui m'intéresse. Oui, c'est moi qui fais la cuisine. Je fais toute la cuisine. Bon, ce n'est pas très intéressant pour les gens qui nous écoutent, mais en fait, nous avons presque inversé les rôles traditionnels à bien des égards.
nous nous concentrons sur ce que nous faisons le mieux. Elle est meilleure que moi dans certains secteurs, des secteurs dans lesquels je devrais être assez habile là-dedans. Je ne le suis pas. C'est vrai qu'elle est incroyable. Que voulez-vous? J'aime ma femme, qu'est-ce que je peux rien dire d'autre? Mais je suis ennuyeux et je suis heureux qu'elle me garde auprès d'elle, disons. L'une des choses que j'apprécie le plus dans les voyages, c'est la possibilité d'essayer de nouveaux plats. Cela se traduit souvent par une nouvelle recette que je vais essayer à la maison. Un jour, vous me parlerez de vos meilleurs plats, Dave. Oui, mais bon, là, je m'apprête à aller manger des hot dogs vapeur pour le lunch ici à Montréal. C'est ce que je fais quand je suis ici. Mais j'ai une recette pour vous. Ajoutez du miel sur vos rondelles d'oignon. Vous devez essayer ça. Je vais prendre ça en note. Très bien, Andrew. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous devrions vous recevoir plus souvent. C'est toujours une conversation intéressante. Merci encore d'être venu aujourd'hui et d'avoir parlé de ce sujet si intéressant. Merci, Andrew. C'est moi qui vous remercie, Dave. J'aime toujours vos questions et vos idées. Merci beaucoup. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.